21 août pour arriver dans la zone d'opération, la zone Triton, le 2 septembre. Rapidement, donc on a une zone de patrouille, hein, la zone Triton est une zone qui comprend le canal de Sicile, le golfe de Tarente également. Bon, ça fait une espèce de banane qui couvre tout ce qui pourrait, je dirais, transiter de la Tunisie jusqu'à la Grèce. Donc on a une zone et assez rapidement, donc dès le 4 dans l'après-midi, donc le centre de coordination de Rome, hein, ICC Rome, qui je dirais, contrôle les unités qui sont dans la zone, qui participent à cette opération-là, nous a dit voilà, vous avez il y a une embarcation qui est à la détresse, nous donner la position, ça faisait sud-est de la Crète pour une centaine de nautiques. Sud-est de la Crète? Sud-est de la Crète. Ça arrive. Donc l'embarcation à la dérive. Un aéronef de l'opération, un aéronef danois, a été envoyé sur zone. Il a repositionné l'embarcation. Et donc nous on est arrivé, le temps de transiter, on est arrivé le lendemain matin au lever du soleil. Et donc là on a tout de suite remarqué que l'embarcation était effectivement à la dérive. On a mis nos embarcations à l'eau pour aller prendre contact avec cette embarcation-là, et il s'avérait que oui, il y avait environ 300 personnes à bord, ce qui était annoncé, avec beaucoup de femmes, des enfants, des gens pour la plupart qui n'avaient pas mangé ni bu depuis 4-5 jours. Donc évidemment dans ce cas de détresse, on récupère les naufragés, c'est ce qu'on a fait, donc ça nous a pris une grosse matinée, on a commencé à se faire. On fait des norias parce qu'on n'accoste pas. Ouais. C'est pour des questions de sécurité. Oui, c'est pour des questions. En fait, déjà, on met 2 embarcations en l'eau pour, je dirais, les encercler, de façon à éviter les mouvements de panique, comme ça est déjà arrivé sur certaines embarcations, où ils viennent tous du côté et puis ils tombent à l'eau, voir l'embarcation chaque. Une de chaque côté. Voilà, une de chaque côté, comme ça, ils savent pas trop qui va les prendre, etc. Et puis après, une fois que le dispositif de Noria est mis en place avec ces 2 embarcations, bon, ça se passe évidemment de mieux en mieux au fur et à mesure que je dirais, il y a moins de personnes sur l'embarcation. Donc des Noria, et on les récupère à bord, où là ils sont pris en charge, mais je pense que le médecin vous avez déjà pris en compte. Donc, et une fois que l'ensemble de ces 327 naufragés ont été récupérés, donc là c'est pareil, c'est le centre de coordination à Rome qui voit en fonction des capacités des différents centres d'accueil en Italie, qui désigne en disant voilà, vous allez les déposer dans tel port. Donc pour nous c'était Tarente, donc on a transité là pendant toute la fin de la journée et la nuit pour arriver donc, à Tarente le lendemain. C'est facile, le contact est facile avec eux. Ouais, alors dans un ils déclinent leur identité à un moment, ils avaient peur. En fait au départ ils sont le premier contact évidemment quand on les voit sur leur embarcation, ils sont très je veux dire, ils sont un peu excités parce qu'ils se demandent ce qu'on vient faire, est-ce qu'on vient effectivement les sauver ou alors est-ce qu'on passe juste là. Donc à partir du moment où voilà, le dispositif est mis en place, ça se passe relativement bien. Après à bord pour décliner leur identité, on n'a jamais eu de soucis. Ils le font de manière naturelle. De bonne foi, il n'y a pas de bonne foi. Non. Après, il y a peut-être tentative de fraude parce qu'ils n'ont pas pour la plupart, la grande majorité n'a pas de papier, mais après, voilà, non, ils sont très coopératifs, si on peut dire ça comme ça. Au niveau de l'équipage, c'était une première pour tout le monde? Ou certains étaient déjà sur le commandant Biro, par exemple? Non, c'était une première pour l'ensemble de l'équipage. Voilà. Là, on avait tous les éléments de retour d'expérience du bureau, mais cette personne qui a été confrontée, je dirais, à cette situation-là. Quel est le sentiment global de l'équipage à l'issue de ces 2 sauvetages? Vous étiez, je ne sais plus les dates, mais vous avez suivi l'affaire du petit Syrien. Oui, tout à fait. C'est arrivé. Oui, on était en plein dedans. Ouais. Ouais. Évidemment, par rapport à ça, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu plus de 2000 morts, déjà plus de 2500 morts en Méditerranée cette année. L'affaire Iran, ça a mis de l'émotion. Est-ce que justement, malgré tout, malgré la distance, cette émotion, elle s'est aussi ressentie? Est-ce que, enfin, je sais pas. Il y a une part d'émotion, ça c'est sûr. Voilà, parce que chacun, je dirais, a
un sentiment, je dirais, bien personnel sur l'affaire. Donc oui, les gens ne sont pas sensibles en se disant ok, on embarque tout le monde et on les redépose. Non, il y a quand même quelque part un petit sentiment de fierté qui se développe parce qu'on a fait quelque chose de bien. Mais comme je vous dis, ça aurait été dans une période où il n'y aurait pas eu ce phénomène migratoire, je pense que les gens auraient eu le même sentiment. Justement. Parce que le bateau est conçu, je dirais, originellement pour recueillir autant de personnes. Donc il y a le rythme de la mission qui est déjà assez élevé. Et puis oui, dès qu'on part sur une opération de ce type-là, eh bien voilà, je prends l'exemple, chaque fois ça s'est passé à peu près dans les mêmes conditions. On est prévenu l'après-midi, donc on a toute la soirée et la nuit pour préparer et rallier donc l'embarcation en détresse. Et une fois qu'on y est, il est 4h30 du matin, on rappelle tout le monde, etc. On termine, il est 13h, 14h, voilà, les gens sont, tout le monde est pris, il n'y a personne, il n'y a pas de rab. Et puis une fois qu'on est, tout le monde est à bord et en sain et sauf, il faut transiter avec le personnel de santé pour surveiller le personnel, les nourrir, etc. Bon, bref, on a l'ensemble de l'équipage qui est quasiment pris pendant cette période qui va durer 36 heures environ. Voilà. Et après, une fois que les migrants ont été redéposés dans un des ports, eh bien on repart en patrouille. Donc oui, c'est assez, je dirais, intense. C'est pas difficile physiquement, mais voilà, c'est quand même une longue période, quoi. Il fait 15 mètres de long, eh bien vous voyez qu'elle roule bord sur bord quasiment, et que vous devez récupérer des femmes, des enfants et voir des nourrissons. Voilà, vous vous dites attention, pas faire de bêtises. Et puis les gens, de toute façon, tous étaient extrêmement fatigués, donc c'était assez, voilà, c'est une petite dose de stress, on va dire. Vous avez identifié des passeurs ou en tous les cas des chefs de... Non, alors oui, on prêtait une attention forte à ça en disant voilà, c'est identifié si potentiellement il y avait des passeurs. Là, sur les deux cas, on n'a pas identifié de passeurs. Et de toute façon, le mode opératoire qui a été je dirais, donné par quasiment son équipage, on demandait comment c'était passé. Eh bien, c'était voilà, les passeurs sont avec eux au début de la traversée, et puis ils traquent généralement une embarcation derrière eux, et puis au bout d'un certain nombre de jours de navigation ou d'heures de navigation, eh bien, ils les laissent livrer à eux-mêmes en leur donnant un ordre de cap ou une position à rallier. Et voilà, c'est pour ça que potentiellement on peut dire qu'il n'y avait pas de passeurs à bord. Ils sont plusieurs, hein. Il faut bien voir qu'il n'y a pas que du pauvre agriculteur du fin fond du Soudan ou de l'Érythrée. Il y a vraiment une frange de la population énorme, des gens éduqués, des gens je dirais, voilà, plus aisés que les autres, qui sont là. Vous voulez dire que le téléphone satellitaire, ça peut être voilà, quelqu'un qui justement sait qu'il va dans cette filière-là, il peut très bien s'en acheter un avant de partir. Ça peut être donné aussi par le Ça réseau, peut être aussi donné par le passeur en disant bah voilà, si tu as un problème, tiens, t'appelles et puis voilà. Et puis combien de factures il y a... Voilà, il y a quelqu'un qui... Bah si, ouais, voilà, bien sûr. Voilà. Sécurité. En plus de l'équipage. En plus de l'équipage, voilà, c'est 250 personnes, parce que comme ça, on peut tous les mettre au niveau de la plage arrière, serré certes, mais en sécurité. Et ce qui fait que, bah, voilà, si les conditions de mer sont pas bonnes sur le transit, si jamais nous, à bord, on a un quelconque souci, ben, on peut se réorganiser et assurer la sécurité de tout le monde. Voilà. Donc là, quand on est arrivé devant cette embarcation, c'était à peu près le chiffre auquel on s'attendait. Hein. Le problème, c'est que l'embarcation étant assez ventrue, il y en avait plein dans les cales. Et donc, voilà. Donc on a embarqué, évidemment, quand vous voyez que vous allez dépasser vos capacités, il est hors de question de laisser ces gens en détresse au milieu de nulle part. Donc voilà, c'est une maîtrise, une approche de maîtrise des risques qui est faite par moi-même, et puis je dis, bah, ok, on prend tout le monde. Un peu classique, c'est-à-dire que dès que la détresse confirmé et que la position est réactualisée, le MRCC arrête le trafic commercial. À chaque fois, on avait un navire de commerce qui
étaient à côté qui marquaient la position. Alors évidemment, comme ils ne sont pas d'installation ou de moyens, je dirais, pour récupérer autant de personnes, bien évidemment, c'est nous qui l'opération traitons. Donc, de toute façon, là, ça se passait de la manière suivante. À partir du moment où l'électricité s'est confirmée, moi, le commandant Bon était désigné comme étant on-scene coordinateur. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais sur zone, c'était à moi de me débrouiller pour récupérer ce personnel. Donc si j'avais besoin, par exemple, on parle des navires de commerce, c'était moi qui lui donnais l'autorisation de repartir si jamais j'en avais pas besoin. Vous appelez ça comment? On-scene coordinateur. Coordinateur, scene comme SCN. Coordinateur sur zone. Coordinateur sur zone.